bonjour Cheikh Doucouré, merci d'être là pour cette deuxième partie de la troisième journée du Ciné Club, 14e session. On a passé un très bon week-end à regarder vos beaux films. Et là, nous allons avoir le privilège que vous nous fassiez une masterclass sur votre beau parcours et très élogieux parcours. Merci beaucoup. Donc, on va commencer tout de suite par un extrait de Bako l'autre rive. Ce film mythique que beaucoup de gens connaissent déjà, sûrement. Et 2 minutes juste pour entrer en matière. Merci. Et après, on vous donnera la parole pour nous dire pourquoi ce thème, écrire le scénario que vous avez choisi pour la masterclass que vous donnez à la 14e session du Ciné Club K. Merci beaucoup, Marie-Noël, et merci de m'avoir invité et de me donner la possibilité justement de discuter avec toutes ces personnes passionnées de cinéma, je l'espère, comme je le suis aussi. Et je pense que tant que nous sommes passionnés, rien ne nous arrêtera, ni la maladie, ni quoi que ce soit. Et c'est vraiment un très grand plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui par ton invitation et de pouvoir parler de mes œuvres et de pouvoir discuter avec toutes ces personnes qui se sont donné la peine de venir. Et merci à toi. Merci, c'est un plaisir. Bako l'autre rive, pour parler de ce film qu'on va voir tout à l'heure, est un scénario de vous. C'est une histoire, c'est votre histoire un peu. C'est réalisé par Jacques Champreux et vous. Nous allons donc regarder ça. Et puis tout à l'heure, voilà, ceux qui l'ont déjà vu, vous pouvez déjà poser quelques questions. Et puis tout à l'heure, ce sera cimenté par le film lui-même. Merci, merci Marie-Noël. Donc, Daniel, est-ce que tu peux nous envoyer un extrait de Bako l'autre rive de Jacques Champreux? Bakar Sako, Kababa Bala. Je dois faire un aveu. J'étais particulièrement joué par j'avais plus de femmes du tout. Que calante bon. Il y a quelqu'un qui puisse payer pour toi à Paris? Il a son frère à Paris, Samba Sako. Et à quel adressé le papier maintenant, Boikadama. Instinctivement, autant une femme douée, je m'assisterais plus que une femme pas douée. C'est bon, je le connais. Quand il croquait donc, quand il s'en donc. Samba be Abanina Benila ke. Samba banina Ah, ne m'a fait un cabane. Jamasa Oui, ça va, oui. J'avais par exemple un problème avec Et c'est les conditions? Tu lui expliqueras. 5 000 francs français. Je garde les papiers jusqu'à ce que je sois intégralement payé. Ce qui veut dire qu'il ne pourra pas trouver du travail, même pas sortir dans la rue. Et je le préviens que j'ai des amis dans la police à Paris. Si je ne suis pas payé, s'il essaie de me rouler, je vais le réexpédier dans son pays de poueux. Compris? Au suivant! Lamine Kamara yi si on n'entend pas ce que vous dites, Abibo Kankan Ntel du Ntel Saba Saba du c'est exactement Nkoro Bina Fina Tasara ça devant Je ne suis pas d'accord. Non. Itloma Jona Samba Sako ne Balma Kelinde On ye Sinji Kelinde Nienda Kanta Yenkwa Bisara Halima Sika Je n'accepte pas, je ne suis pas d'accord. Aïwa Iti son de Lamine Kamara Aline en flat de Bina Tanya en fait Il m'a son Tulule borila ina la kobako Tulule borila Même puisque je te dis qu'il n'y a pas d'embauche, quoi. C'est pas du travail qu'ils cherchent, c'est ses copains qui habitaient ici avant. Il en vient ici tout le temps. Pas ici, tous partis. Il n'y en a plus.
Sodon. Ça, Samba. pas bon. Parti. Samba Sako. Pas bon, ça. Nien Crocodile. Qu'est-ce qu'ils ont dit, les CRS? C'est ceux qui les ont envoyés à Orly ou à Massy? À Orly, je crois bien. Ça, pas bon. À Orly. Ah, Orly. Orly. Nemodon. C'est bien clair. Orly. Orly. À Orly. Yannon. Alice. Orly. Je me demande jusqu'à quand il va en venir comme ça. Mbalma. Yamade. Mbalma. Mbalma. Yamade. Neto Bouakar Sako. Kababa Bala. Mali. Migan kan ngorokere yoroini. Ato Samba Sako. Yala Samba Sako tobe so ingona wa. Nga abe chauffeur bar la ni lo kunna. Abida Sage. Sini sokoma. Nakona. Nga no bina ha. Nene fina bina kosabe. Nene bina adna kolobel. Abe fo ni le mako foyer officiel. Mateshia. Ni mao mateshia ate doi. Adun fongas mo ha. Ni son règlement ya interdit. Al juma si l'on fait. Antonio tena musotena. Dekal papier bibolo. Ay Jambe Maulatni Ode Gasibeta. Merci Bako, l'autre rive de Jacques Champreux, un scénario de Cheikh Doucouré. Nous sommes à la 3e journée du Ciné Club K. Nous avons vu vendredi Blanc d'ébène. Nous avons vu samedi le Ballon d'Or en présence de l'un des Ballons d'Or du Cameroun, enfin du africain, en la personne de Roger Mila. Et aujourd'hui, nous allons regarder après notre débat Bako de l'autre rive. J'ai loupé de regarder Paris selon Moussa. Il y en a. Est-ce que c'est ça qui vous a fait choisir ce thème d'écrire le scénario au cinéma? Pourquoi ce simple titre, ce simple thème? Un thème qui a l'air simple, mais qui, à mon avis, renferme beaucoup de choses. Absolument. Je crois que la naissance même du cinéma, c'est le scénario. Qu'est-ce qui m'a amené à écrire parce que j'ai fait le conservatoire d'art dramatique de la rue Blanche à Paris. Je me destinais à être comédien, simplement. Et j'ai beaucoup joué au théâtre à Paris avec Robert Hossein, Patrice Chéreau et bien d'autres. Et je suis arrivé au cinéma. Et je prenais des cours. Et un jour, il y a un monsieur qui est venu voir un peu le travail qu'on fait comme apprenti comédien. Et ce monsieur, c'était Jacques Deray. Jacques Deray qui a fait beaucoup de films avec des comédiens comme Belmondo et bien d'autres. Et il était là, jeune comédien, apprenti comédien à cette époque. J'ai demandé à M. Deray, j'ai dit, M. Deray, comment un comédien noir peut arriver à faire carrière en France? Il m'a dit tout de suite, non, c'est pas possible. Ah, j'ai dit, mais pourquoi cela n'est pas possible? Il m'a dit, ceux qui écrivent les scénarios ne pensent pas aux comédiens noirs. Donc, on n'est pas en Amérique où il n'y a pas de cas de noirs. Donc, les gens ne pensent pas à écrire des scénarios où les noirs sont représentés comme il faut. J'ai dit, dans ce cas, pour qu'un noir
qu'ils soient entiers africains et autres, puissent avoir des rôles ici, il faut qu'il l'écrive lui-même. Il m'a dit exactement. Et c'est ça qui m'a amené à dire qu'il faut que nous, Noirs, qu'on écrive d'abord nos propres histoires et nos scénarios pour voir comment nous sommes. Mais par la suite, j'ai compris que vraiment la naissance d'un film, c'est le scénario. Alors, ce qui m'a amené à écrire beaucoup de scénarios et aussi à m'associer aussi à l'écriture de pas mal de scénarios, aussi bien pour la télévision en France que pour le cinéma. Des films comme Black Micmac, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui l'ont vu. Oui, je l'ai vu avec Isaac Voilà, Bancolin. donc j'ai collaboré à l'écriture et bien d'autres aussi. Je veux dire que là, Jacques Champreux, pour revenir à Jacques Champreux, parce qu'il y a polémique avec Jacques Champreux, quand on écrit un scénario, certains d'entre vous en ont écrit, d'autres écrivent, la première des choses, c'est de dire, c'est l'aventure, ou bien c'est l'histoire qui m'est arrivée, ou c'est ce que je ressens que j'ai envie de mettre dans le scénario. Et c'est ainsi que j'ai commencé à écrire, parce que c'était mon premier film, ou mon premier scénario, disons, c'était Bako l'autre rive. Bako, c'est l'histoire qui est tirée de ma vie, la façon dont je suis parti de la Guinée jusqu'en France. Ça a pris une année, j'ai traversé pas mal d'aventures, et je me suis dit, bon, c'est beaucoup plus proche de moi, et comme le problème de l'immigration se pose, pourquoi pas? Parce que moi, je suis venu par ce chemin, autant essayer de parler de quelque chose que je connais. C'est ainsi que j'ai commencé à écrire le scénario de Bako. Et sur un tournage, j'ai rencontré Jacques Champreux, qui était comédien, parce que son grand-père a écrit la série des Fantomas pour la télévision française. Et vous savez, hein, rien ne fait au hasard. Et j'ai rencontré Jacques Champreux qui m'a dit « Ah, j'ai été au Cameroun ». J'ai dit « Ah bon ?» Il me dit « Oui, j'ai été tourné dans un film de mon grand-père, 80 jours autour de quelque chose comme ça. » Il m'a dit « On a tourné à Kribi ». Alors donc, je connais l'Afrique. J'ai dit « Oui, mais moi aussi, je suis en train d'écrire un scénario par rapport à l'immigration. » Il m'a dit « Est-ce qu'on peut collaborer ?» J'ai dit oui. Et c'est ainsi qu'on a commencé à écrire. Et lui, il était déjà dans le cinéma, mais il n'avait rien fait. Et moi non plus. Et quand on a écrit, et le film, vous allez voir Bako, beaucoup sont en mandingue. En mandingue. Mandingue, ouais. Et il m'a dit, Jacques, il m'a dit, mais Cheikh, c'est pas possible. Je ne peux pas diriger les comédiens qui sont pour la plupart des Africains en africain. Il faut qu'on le réalise tous les deux. J'ai dit, bon, d'accord. J'ai dit, mais j'ai écrit un rôle pour moi. Comment on va faire? Il m'a dit, mais c'est simple. Tu vas faire ton rôle en tant que comédien et moi, je vais signer le scénario comme réalisateur, mais on le fait à deux. Mais on a partagé les choses. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Parole donnée, parole à respecter. On a travaillé, le scénario, je crois qu'on a tourné Bako, c'était la 10e mouture. Oui, 10 moutures. Et quand on a pu avoir le financement, qui avait été un peu difficile, même très, et le tournage était proche, Champreux m'a dit, ah ben tu sais, Cheikh, comme moi je n'ai pas fait de film encore, et toi non plus, il nous faut un conseiller technique pour travailler parce que le CNC l'exige. Je lui ai dit alors, il me dit voilà, moi j'avais déjà un premier assistant qui était prévu et maintenant il y a un conseiller technique qui deviendra assistant et mon assistant deviendra deuxième assistant. Et toi, Cheikh, tu deviendras troisième assistant. Ah! J'ai dit, mais comment est-ce que je peux être troisième assistant sur un film qui parle de ma vie, que j'ai écrit, que je réalise avec toi?
Et tu veux que moi je signe ça comme troisième assistant? Il fait quoi un troisième assistant? Il va chercher le sandwich qu'il amène sur le plateau. J'ai dit non, non, non. Il me dit, ah, mais tu sais, je signerai un papier comme quoi tu as travaillé sur ce film comme assistant. Bon, bref, j'ai dit non, pas question. Et il y a, au cinéma, vous qui êtes là, pensez avant de signer votre contrat d'auteur, si vous travaillez sur un film en tant que comédien et autres, signez d'abord votre contrat de comédien. Il ne faut jamais céder les droits d'une œuvre à un producteur quelconque parce que le producteur, on lui cède les droits, il a 4 années pour monter. Mais c'est à lui de décider qui il prend, qui il ne prend pas. Parce que vous avez vendu votre droit. Et j'ai dit, bon, dans ce cas, je signerai d'abord mon contrat de comédien avant de signer mon contrat d'auteur. Parce que tant que je n'ai pas signé mon contrat d'auteur, le film ne peut pas se faire. Et là, il était coincé. Et bon, il ne pouvait pas faire autrement. J'ai signé mon contrat de comédien, après j'ai signé mon contrat d'auteur, ce qui m'a garanti de pouvoir faire le film. Mais c'était mal parti parce qu'à partir du moment où on ne s'était pas entendu comme c'était prévu, bon, il y a eu pas mal de problèmes et ça s'est révélé par la suite que, bon, voilà. Mais ça raconte les problèmes qu'il y a vraiment dans l'industrie du cinéma. Exactement. C'est-à-dire qu'on a beau avoir écrit un beau scénario, mais on n'est pas à l'abri. Si vous signez, vous cédez vos droits, ça y est. Même, des fois même, vous n'avez même plus un regard pour rectifier certaines choses. Le producteur peut exiger des choses dont vous n'êtes pas d'accord. Mais en même temps, c'est vrai que les producteurs sont pas tous pareils. Non, et je sais que la relation entre l'Occident et l'Afrique oui, est toujours très difficile parce qu'elle est posée sur une histoire d'antagonisme. Et donc, je pense que, oui, ce qui est dit, c'est parce que lui, il a évolué dans l'environnement occidental où c'est difficile à un noir de s'imposer. Oui, mais pas toujours. Attention, il y a la tentation aussi. Oui. Même un producteur en Afrique peut aussi vouloir imposer ses points de vue sur un film. Moi, ce que je dis, cela est valable sur tous les producteurs. Même si on n'a pas la même mentalité que les Occidentaux. Voilà. C'est vrai. Oui, c'est une mise en garde, en fait. Voilà, c'est ça. Parce que je suis productrice, alors tu vois comment je réagis. Non, mais je vous dis, mais j'ai peur comme c'est une mise en garde aussi. C'est une mise en garde. Pour toi, Marie-Noël, parce que tu sais que non, tu n'es pas comme eux. C'est pour ça que j'insiste qu'il faut avoir une personnalité honnête quand on est producteur et puis humaniste. Parce que ça permet également que ce que vous êtes en train de faire, c'est une mission pour aider l'autre à faire vivre son œuvre. Oui, en même temps que les Blancs, pour pas être racistes, voient en nous une façon de se mettre de l'argent dans la poche quand on a écrit quelque chose qui leur plaît. Alors que nous, on le fait parce que ça nous concerne, c'est notre culture. C'est ça. On aide comme tu le fais pour dire ensemble, faisons quelque chose pour nous. C'est pas la même chose, parce qu'ils n'ont pas cette conception que nous avons par rapport à notre culture, par rapport à notre continent. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup. Donc, ceux qui ont vu les films de Cheikh, avant qu'on ne relise son parcours tout à l'heure, vous avez le micro. Il y a eu Blanc d'ébène, on l'a vu vendredi. On a vu le Ballon d'Or, pour ceux qui étaient dans la salle, et tout à l'heure, et il y en a d'autres. Mais en attendant, Cheikh, je voulais savoir, tu as commencé par jouer dans beaucoup de films plus tôt, avant de commencer à écrire. Qu'est-ce qui t'a... Bon, déjà, Bako, l'autre rive, c'était en 78. Oui. Tu écrivais déjà ton scénario en 78. Oui, c'était mais déjà tu as écrit. pris le temps de jouer dans beaucoup de films. Ada dans la jungle de Gérard Zinc, Les maris, les femmes, les amants, La valse des pigeons, Un Indien dans la ville, Le grand appartement, Africa Paradis, que tout le monde a vu, de Sylvestre Amoussou. Ah oui. Et avant donc de décider que maintenant je passe à la réalisation, Blanc d'ébène, Ballon d'Or, Paris selon Moussa et d'autres encore sur lesquels vous êtes. Est-ce que c'est parce que vous avez joué en jouant dans des scénarios forts, ou alors, je ne sais pas, qu'est-ce qui vous a décidé de passer de l'autre côté de la caméra, tout en écrivant vos scénarios? Bien sûr, c'est-à-dire que le fait de jouer beaucoup au théâtre, parce que là, mes œuvres au théâtre ne sont pas
marqué là, puisque j'ai beaucoup joué au théâtre, ouais. avant de commencer à écrire mes scénarios. Et passer de l'autre côté, je crois aussi, c'est une passion. Parce qu'on a quelque chose à exprimer. Et quand on est comédien, on joue ce qu'on vous dit. Mais quand on le fait soi-même, on a envie de s'exprimer. Et ce n'est pas facile parce que c'est deux métiers complètement différents. Comédien et réalisateur. Et réalisateurs, on les appelle les techniciens. Parce qu'il faut connaître le découpage technique, il faut connaître les mouvements de caméra. Il y a beaucoup de choses. Et certains comédiens n'ont pas le temps ou n'ont pas envie de le faire. Tout est une question d'envie. Je crois que finalement, moi je me suis dit dans ce métier, moi personnellement, j'ai envie de toucher à tout. J'ai coproduit la plupart de mes films aussi, comme Ballon d'Or. Je l'ai coproduit avec ma maison de production. Et Paris selon Moussa, je l'ai presque entièrement produit. C'était mon dernier film. Et je crois que j'ai voulu toucher à tout pour savoir ce que c'est que ce métier. Et ce métier, il faut le connaître, même juridiquement. Il y a des choses qu'il faut connaître. Si on ne le connaît pas, eh ben, on fait des erreurs. Mais aussi, en tant que scénariste, n'essayons pas d'écrire des choses qui ne sont pas vraiment des choses qu'on ne puisse pas vérifier. Parce que quelquefois, on dit, ah, et moi, je fais des recherches. Je travaille avec des bibliothécaires, je travaille avec comment je peux appeler ça, des littéraires. Et dans ce cas, on fait des recherches et on tombe pile dans Blanc d'ébène. Je parle du Cri des Nègres. C'est ça. Le Cri des Nègres, c'est un journal qui existait dans les années 20 en France et qui défendait déjà la cause des Noirs. Et je parle de certains articles qui étaient dans ce journal et qui sont vrais. Bon, donc, on ne peut pas se hasarder à écrire n'importe quoi. Si on a envie aussi bon, on peut faire des comédies, parce que ça vient de nous-mêmes. Mais à partir du moment où on rentre dans une certaine critique, et c'est quelquefois il faut le faire, il faut chercher, il faut se documenter. Vous avez eu une référence, par exemple, je pensais à Woody Allen, qui aussi joue beaucoup dans ses films. Oui. Les scénarios aussi de votre genre très sociaux, très proches de la société. Mais également, je pense à Clint Eastwood, qui, après avoir joué dans de nombreux films, a décidé de passer de l'autre côté. Mais il écrit des histoires comme celles dans lesquelles il a joué. Bien sûr. Et il continue à les porter. Est-ce que c'était un peu ça, votre inspiration? Oui, mais je pense que quoi qu'on fasse, on a envie d'être devant, derrière, quelquefois. C'est une tentation. Mais avoir la santé pour le faire ou pas, moi, ça m'a un peu... oui. Quand j'ai terminé Paris selon Moussa, j'avais un problème de dos et j'avais du mal à marcher. Et ça m'a quand même assez fatigué. Et là, la suite, elle est là. Je ne dis pas que je me suis tué au travail, mais quelquefois, il faut avoir la santé pour pouvoir le faire. Mais on a la tentation de le faire aussi, ou être entouré par quand même pas mal d'autres personnes autour de nous pour qu'on puisse arriver à faire ce travail-là correctement. Qui veut poser la question? Il y a une main là. Regardez les différents films de Monsieur Cheikh. Et je me souviens que, parlant de Blanc d'ébène, vous avez fait comprendre que c'était le 12e scénario. Donc, et par rapport à ça, j'aimerais demander comment est-ce que, dans l'écriture du scénario, vous faites pour garder la motivation jusqu'au 12e scénario, comment ça se passe? Et aussi, comment est-ce que vous parvenez à rédiger vos scénarios? Donc tout à l'heure, vous avez parlé de la documentation, mais si vous pouvez un peu entrer en détail pour qu'on sache exactement, lorsque vous rentrez et que vous décidez d'écrire, quelles sont les différentes procédures, les différentes étapes pour parvenir à sortir le scénario. Également, on voit bien que vous êtes polyvalent. Donc, comment est-ce que vous avez appris tout ça? On a compris que vous avez été formé comme comédien, mais comment est-ce que vous avez pu créer toute cette polyvalence-là? Merci.
Ça fait 3 questions. Écoutez, quand je dis la 12e mouture, parce qu'un scénario, il faut fouiller. On ne peut pas s'arrêter à la première mouture, dire que le film, il est là. Un film, il y a tellement de recherches pour nous-mêmes, pour nos personnages, parce que nous créons des personnages. Et il arrive un moment où ces personnages-là nous entraînent. Et c'est eux qui nous entraînent finalement, parce qu'on les suit, on dit, ah, s'il disait ça, s'il faisait ça, on ne peut pas se satisfaire du premier tour. Et c'est comme ça que moi, quand je fais quand même plusieurs moutures avant de tourner. Et en général, je n'écris pas toujours seul. J'écris aussi avec d'autres scénaristes, ce qui est intéressant, parce qu'il y a une lecture par-dessus votre épaule. Et c'est une collaboration qu'on fait ensemble. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé, moi, personnellement. Comment je fais pour tenir le rythme? Les idées vous viennent. Mais comme je vous disais, une fois que vous avez commencé à créer des personnages, ces personnages-là vous entraînent. Et moi, je me rappelle, j'ai écrit Black Micmac. Black Micmac, c'était une comédie. Mais une comédie satirique sur la vie des Africains à Paris. Et j'ai fait ça avec Isaac de Bancolé. Et quelquefois, il y avait des scènes qui me venaient dans le métro à Paris, où il y avait beaucoup de monde. Je me mettais à rire tout seul. Parce que moi, dans ma tête, j'avais des scènes qui me faisaient rire, mais les gens qui étaient assis en face de moi se disaient, mais pourquoi il rit tout seul? Je ne comprenais pas. Et c'est ça aussi, un scénario, c'est une possession, il vous possède. Que ce soit maintenant dans un sens dramatique ou dans de l'humour, à partir de ce moment, et ça vous permet de continuer. Et vous notez, moi je note tout. Et à partir du moment où j'ai tout noté, maintenant je peux tout mettre aussi en ordre. Et ça aussi, c'est une façon de tenir le rythme. Exactement. Et moi, je visualise et le décor, et les dialogues, et les situations. À partir de ce moment, c'est ça aussi le scénario. Le scénario n'est pas seulement couché sur papier, une idée, mais il y a aussi où ça se passe et comment ça se passe, à quelle heure telle chose se passe, la nuit, le jour. Et ça aussi, ça c'est très important, parce que vous créez une œuvre. Et cette œuvre, elle ne s'arrête pas seulement que sur du papier. Elle va loin de là. Et qu'est-ce qu'on dit comme dialogue? Parce qu'on peut écrire des scénarios, on ne peut pas être dialoguiste. Il y a aussi des spécialistes du dialogue aussi au cinéma en Europe qui aussi vous aident aussi à écrire des dialogues, tout ça. Mais on peut le faire soi-même si on aime ça, si on a la possibilité de le faire. Ce qui fait qu'un scénario, c'est vraiment la structure presque du film, hein, l'heure, le lieu, le temps et le jeu. Et on repère un bon dialoguiste lorsqu'on regarde un bon film, c'est ça? Ou alors... un bon dialoguiste, il y en a qui sont spécialisés dans ça. Et sinon, soi-même, hein, moi, la plupart de mes films, j'écris mes dialogues parce que, bon, comme je manie beaucoup l'humour dans mes films et en général, bon, j'essaie d'écrire mes dialogues. Moi. Mais j'ai quand même des collaborateurs à Paris avec qui j'écris souvent. On essaie d'avoir des idées par rapport à certains dialogues. D'accord. Et ça, c'est ce travail préalable qu'on fait avant de commencer à s'asseoir, à écrire. Je sais qu'on parle d'un travail debout. C'est-à-dire que vous avez déjà tout le film dans votre tête. Oui. Maintenant, ça peut être plus long même que le travail assis, où vous commencez maintenant à mettre sur du papier ce que vous aviez pensé sur une longue, oui, voilà, absolument. Une longue période. Voilà, merci. Une autre, oui, la demoiselle devant, et puis on va passer de ce côté. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Karine Kémonier. Je suis artiste comédienne et je me frotte un peu dans l'écriture du scénario. Déjà, je vais dire merci à M. Tchèque pour d'avoir accepté de partager son expérience avec nous. Et je voudrais poser une question. Comment reconnaître un bon scénario d'après vous? Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est, vous avez dit qu'il ne faudrait pas, il ne faudrait pas écrire des histoires qu'on ne peut pas prouver parce qu'il y a des gens qui font des recherches.
Alors qu'on sait qu'un scénario, c'est une imagination, c'est créer son monde. On dit les scénaristes sont souvent des petits dieux. Donc je voudrais comprendre ce paradoxe-là. J'insiste sur la connaissance du comment reconnaître un bon scénario, parce qu'on nous dit en écriture qu'un bon film est d'abord un scénario, ensuite un scénario, après un scénario. Donc je voudrais vraiment connaître comment reconnaître un bon scénario. Merci. C'est une question difficile pour moi. Comment reconnaître un bon scénario? Un bon scénario, c'est qu'est-ce qui dit que le scénario est bon ou il n'est pas bon? Là est la question. Parce que vous écrivez, ça vient de vous. Comment moi je peux me permettre de dire que votre scénario n'est pas bon? Là-dessus, il y a une rigueur, c'est vrai, qu'il faut amener dans un scénario, mais ce n'est pas ça qui fait un bon ou un mauvais scénario. Un bon scénario, c'est ce que nous ressentons nous-mêmes. Et à partir de ce moment, si vous arrivez à amener d'autres personnes à entrer dans ce que vous voulez dire, faire, il est bon. Mais si vous n'arrivez pas à convaincre, il n'est pas bon. Mais cela est une question personnelle. Parce qu'il faut avoir de la conviction dans ce que vous faites. Si vous avez cette conviction, ben vous verrez tout de suite qu'il y a des personnes qui vont rentrer dedans. Mais des fois, il y en a qui disent, ah, c'est comme un film. Des fois, on dit, ah, ce film, il n'est pas bon. Et, ben, ça dépend de la rigueur avec laquelle il est fait. Hein. Et ça, c'est important. Okay. Bon, j'ai parlé de recherche. Et quand vous faites un film historique, ça arrive. Mais les dates que vous donnez, il faut que ça soit à peu près correct. Et si vous voulez parler d'une situation, si c'est une comédie, mais la comédie, c'est libre. Ou c'est une histoire intime, sentimentale, c'est libre. Mais à partir du moment où le film touche aussi une critique de la société et tout, ben, il faut quand même essayer de dire à peu près les choses telles qu'elles sont. C'est ça que je veux dire, recherche. Mais, comme je disais, moi, je tourne toujours 10e mouture, parce que c'est une rigueur, c'est un travail qu'il faut quand même s'imposer. Et quelquefois, je n'écris pas seul, j'écris aussi avec des scénaristes qui rentrent dans mon histoire, et je partage avec eux ma vision des choses, et on discute, et puis on arrive à trouver. C'est pour ça que je dis la rigueur, elle est là. D'accord, merci. Merci à vous. C'est bon, la question est vaste, mais je pense que ça vous demande d'aller faire des recherches pour mieux comprendre les règles de base. Maintenant, on peut les avoir, toutes ces règles de base, mais si moi, je pense souvent aux gens qui font de la musique. Tout le monde peut se lever et chanter, mais il y en a qui arrivent à transmettre une émotion et d'autres pas du tout. Donc, essayez de transmettre l'émotion à travers son histoire, même si elle est écrite selon les règles de l'art. Oui, le monsieur devant, donnez le micro devant. Après, je crois qu'il y avait une main là-bas. Oui, venez de ce côté. Oui, le monsieur, voilà. Prenez le micro. Oui, je vous remercie, maître. Merci. Je suis Gérard Bessoko-Abelec, réalisateur de cinéma. Et en fait, j'ai un scénario, enfin une œuvre de chez vous, d'une de mes élèves, de Bouroual Tapé, comme ça. Alors donc, j'aimerais l'adapter ici, parce que c'est une œuvre qui touche aussi une partie des peuples du Cameroun. Je pense bien que vous connaissez Myriam Ba. Oui. Voilà. Ok, donc j'ai eu son œuvre en tant qu'enseignant de cinéma à l'étranger, et je voulais l'adapter ici. Alors j'ai une petite inquiétude par rapport à ces deux grottes qui se touchent de temps en temps à Bouroual Tapé. Comme ça, Bouroual Tapé, le village, c'est un village. Alors, je voulais l'adapter ici avec le contexte camerounais parce que nous avons des grottes qui sont aussi semblables. Alors, disons, en prenant l'exemple sur ce que vous venez de dire, qu'il ne faut pas mentir. Dans la recherche, en parlant des critiques, est-ce qu'on ne pourra pas remettre en cause
comment je peux dire, et cette adaptation, voilà, dans un contexte purement camerounais, et pourtant l'histoire est écrite par une Guinéenne de Conakry, du village Bourwal Tapé. Voilà un peu mon inquiétude. Parlant de la fiction, c'est bon, merci. C'est bon la question, merci. Oui. Est-ce qu'on peut l'adapter? Vous voulez savoir si on peut l'adapter ici au Cameroun? Bien sûr qu'on peut l'adapter. Il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas l'adapter. Je vais vous donner un exemple. Il y avait un cinéaste sénégalais que certains ont dû connaître, l'œuvre, Diop Mambéty. Diop Mambéty a pris une histoire qui avait été écrite par un Suisse, ça s'appelle Yen, qu'il a adapté à la situation sénégalaise. Alors d'autant plus que là, c'est beaucoup plus simple, parce que cette ethnie guinéenne et aussi cette ethnie qui se retrouve ici, mais c'est ça, il faut qu'on vous donne la possibilité d'adapter librement. Cette adaptation libre en vous-même par rapport à une situation bien déterminée, il n'y a aucune raison que vous ne puissiez pas adapter à la situation qu'il y a au Cameroun. Mais surtout, en plus, nous sommes des Africains. Vous savez, il y a des similitudes qui se retrouvent partout. Hein. Voilà. Tout simplement, il faut essayer de dire, bon, ben, je ressens ça, et telle chose se passe, et ainsi de suite. Oui, moi je dis absolument, mais ayez cette possibilité d'avoir ce libre arbitre vous-même pour pouvoir faire l'adaptation. Et vous disiez même que la Guinée se fait appeler Petit Cameroun. Oui, la Guinée, on l'appelle le Petit Cameroun parce que il y a beaucoup de ressemblances et de similitudes entre la Guinée et le Cameroun. Et ça, absolument, c'est pour ça, moi, je ne me suis jamais trouvé dépaysé au Cameroun. Et il y a un quartier aussi, comme je te disais, qui s'appelle le Cameroun, qui est à on ira au Cameroun. Oui. C'est vrai que ma question a déjà un peu été abordée dans les réponses de Tchèque. Déjà, bienvenue au Cameroun et merci d'être là. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Merci. En fait, moi, je voudrais savoir, justement, la jeune dame, elle a dit, on dit souvent, un bon film, c'est un bon scénario, et puis un bon scénario. Est-ce que selon vous, c'est aussi, pour vous, c'est la définition d'un bon film également? C'est-à-dire un bon scénario, et encore un bon scénario. Pélagie, je me fais l'avocat du diable. Pourquoi? Parce qu'on dit souvent que les critiques sont des artistes à rater. Ce qui n'est pas vrai d'ailleurs, parce qu'ils vous mettent sur le chemin qu'il faut pour pouvoir faire une belle œuvre, que ce soit en peinture, que ce soit en littérature, que ce soit au cinéma. Mais c'est vrai que c'est assez difficile de juger le travail des autres. Mais en même temps, il faut les aider. Parce que moi, il y a des films où les gens n'ont pas tellement aimé ce que j'ai fait, mais ça m'a fait évoluer. Et ça, c'est important. Parce qu'il ne faut pas refuser les critiques. Il y a des critiques méchantes. C'est ça qu'il faut éviter. Mais les critiques pour faire évoluer les choses, oui. C'est là qu'on trouve un bon film ou un mauvais film, ou un bon scénario ou un mauvais scénario. Mais je crois qu'il faut être positif dans ce qu'on va critiquer. Mais si on rejette à bloc, je pense qu'à partir de ce moment-là, ça devient de la méchanceté et ce n'est pas le travail d'un critique. Mais il a cette possibilité de guider l'auteur pour mieux améliorer, parce que lui, c'est son travail. Parce que quand on veut critiquer, il faut déjà entrer dans l'œuvre. Si on n'entre pas dans l'œuvre, on ne peut pas critiquer, parce qu'on ne sait même pas de quoi on parle. Et c'est pour ça que quand les gens disent « Ah oui, un critique, c'est un artiste raté », mais non. S'il ne se donne pas la rigueur d'entrer justement dans l'œuvre qu'il veut critiquer, à partir de ce moment, les critiques sont bonnes. Mais en même temps, ce qu'ils veulent dire, est-ce que la maxime selon laquelle un bon film, c'est un bon scénario, un bon scénario? Moi, je pense que la maxime tient la route. On commence par là.
Écoutez, Déjà. des fois, on part d'un très bon scénario et on peut rater le film. Un film se rate aussi au tournage, hein? Ça, absolument. Et même au montage. Un film, on peut le tourner, mais au montage, on peut complètement le rater. Mais le dire ne veut pas dire qu'on ne doit pas bien faire la suite. Je veux dire, le début doit déjà être très bien fait pour se donner plus de chances de mieux faire. Je pense que c'est ça que ça veut dire, en fait. Moi, je sais réduire la définition d'un bon film. Puisqu'on dit un bon film, c'est un bon scénario et encore un bon scénario. Je vais te dire vraiment, j'ai entendu, ici on dit souvent, le bon poisson, c'est la sauce. Quand on a dit comme ça, là, ça ne veut pas dire que même si tu grilles mal, ce sera toujours bon. Si tu vas prendre le poisson pourri, ce ne sera pas bon. Mais quand on te dit le bon poisson, c'est la sauce, ça veut dire qu'en fait, il faut d'abord que tout soit bon. Et puis tu finis tout avec une bonne sauce. Mais attention. C'est le raccourci, c'est un raccourci. Je sais pas. Non, mais c'est ce que je comprends. Hein. Ça ne veut pas dire que quand tu as un bon scénario, après tu ne fais plus rien. Non, il faut mettre le paquet. Mais on a eu une année ici, excuse-moi, Cheikh, on a eu un écran, une édition des écrans noirs. Il y avait la compétition camerounaise, tu te souviens? Oui. On a annulé la compétition, cette commission, parce que les films étaient faits artistiquement, techniquement bien, mais les scénarios ont déçu la commission. Et on a dit, si on valide un seul film ici, ça veut dire qu'on peut faire un film sans un bon scénario. Et on a dit, pour que les gens aillent travailler, on a annulé cette commission-là. Donc, quelque part, pour un début, parce qu'avant que moi, je ne parle pas à ta place, mais je pense que, comme il vient de dire, il a dit, pour moi, le seul sujet dont je veux parler aujourd'hui, c'est le scénario au cinéma. Parce qu'il a compris l'importance. Et ça rejoint ce que vous dites. C'est-à-dire que lui, le scénario d'abord, et puis vous mettez le paquet pour la suite. Voilà. C'est ce que j'ai compris. Je pense que pour moi, il faut faire cette nuance-là. Parce que moi, je me dis, pour un jeune qui débute dans le cinéma, si on passe le temps à lui répéter ça, un bon film, c'est un bon scénario, et puis un bon scénario, et puis un bon scénario, moi, je trouve qu'il y a problème. Je pense qu'il faut nuancer. Il faut dire c'est la base, c'est-à-dire la fondation, c'est vraiment ce qui me... Mais après, il y a d'autres ingrédients qui... Tu peux donc avoir ce bon scénario et puis tu n'as pas tous les autres ingrédients importants. Tu fais un mauvais film. C'est ça. Un navet. Mais ce que vous dites là, moi je vous rejoins. Pourquoi? Moi je crois que le fait de dire un bon scénario, c'est la rigueur qu'on amène. Parce que si on n'a pas passé des films du Cameroun, pourquoi? Parce que ça a été fait, il n'y a pas eu de rigueur. Et quand on le fait avec beaucoup de rigueur sur soi-même, et celui qui dit « je sais » et qui ne sait pas est un menteur. Celui qui dit « je sais » et qu'il sait, dit la vérité. C'est pour ça, quand on a des doutes soi-même, il ne faut pas hésiter d'avoir quelqu'un d'autre avec soi pour demander son avis ou même sa collaboration. D'où les 12, parce que vous avez parlé de 12 moutures. Oui. Parce qu'une mouture, vous décidez de passer à autre chose parce que quelqu'un vous a dit ce qu'il pensait. Exactement. Donc ça veut dire, pour en arriver à la 12e, c'est que chaque fois vous avez requis l'avis des personnes. D'où la critique. Parce que quelqu'un qui vous lit et qui rentre dedans peut vous dire, attention, à ça et ça, moi je vois comme ça. Que vous l'acceptiez ou pas, mais il y a déjà, ça vous fait tilt dans la tête. C'est pour ça la rigueur. C'est ça aussi, pour moi, le scénariste qui travaille solo a beaucoup de risques. Voilà, dire moi je suis vraiment le scénariste tout seul, je peux tout faire. Moi je n'y crois pas. Parce que moi j'ai tout le temps des collaborateurs avec moi parce que leur avis m'importe. Et je préfère partager avec eux que de me dire tout seul, j'ai fait ça. C'est ça la rigueur. C'est ça aussi, Marie-Noël, que ce travail-là est très, très important. Et aussi, je crois que si les Camerounais s'étaient mis ensemble pour cet écran noir, travailler ensemble, se donner des idées sur combien de films, on aurait pu au moins en sauver un. En disant, on a travaillé ensemble et voilà. Et je crois que c'est ça. Moi, le travail collectif est très important.
Pour le scénario, c'est très important et c'est ça qui manque à nous, Africains. Parce qu'on veut dire, mais c'est moi qui suis la tête, c'est moi qui fais tout. Je crois qu'il vaut mieux qu'on évite ça. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Et pour revenir au scénario de Blanc d'ébène, de Ballon d'Or, combien d'années vous avez pris pour pouvoir asseoir pour Blanc d'ébène, par exemple? La version aboutie avant le tournage? Blanc d'ébène, j'ai mis une dizaine d'années. Ah, quand j'ai eu l'idée, l'écriture en soi peut faire 3 ans d'écriture. Mais mûrir l'histoire en soi prend quand même pas mal de temps. Mais je ne vais pas dire que chaque film c'est comme ça, je ne vais pas donner... sinon, bon, à 60 ans, on n'a pas fait 2 films. Mais vous, voilà. vous prenez votre temps, parce que vous êtes rigoureux. Oui. Et Ballon d'Or, parce que je sais que c'était juste après 90. Oui, bon, Ballon d'Or, l'idée que quand j'ai voulu faire le Ballon d'Or, j'avais fini de tourner Blanc d'ébène. J'étais avec Maka Koto, que vous connaissez, qui était le rôle principal de Blanc d'ébène. J'ai dit à Maka, écoute Maka, j'ai envie de faire un film sur la jeunesse africaine. Mais je ne sais pas comment je peux amener. Je me suis dit, peut-être le foot est quand même un sport qui est très aimé dans le monde entier. Et aussi, c'est un travail collectif, le foot. Et à partir de ce moment, je me suis dit, il y a des grands footballeurs africains qui ont quand même fait la gloire de l'Afrique. Parce que, comme je disais à Roger Mila l'autre jour, ici, j'ai dit, Roger, en 83, en 82 ou 83, quand tu as marqué ce but au Mexique, tu as donné un drapeau à l'Afrique, au football africain. Parce qu'on pensait que chaque fois que l'Africain ne pouvait pas arriver à battre le Brésil ou à marquer des buts pour aller en finale. Et le but de Roger nous a donné la possibilité de croire en cela. Et il y avait aussi des footballeurs comme Salif Keita, qui est dans le film, qui a quand même pas mal travaillé. C'était les premières vedettes en fait du football africain. Je me suis dit, réunis tout ça. Et on peut retrouver aussi des musiciens, parce que c'est l'ambition qu'on a. Cette ambition qui est pour l'Afrique, qui peut nous amener à faire des choses. C'est là que j'ai eu l'idée de faire ce film. Et à partir de ce moment, bon, j'en ai parlé à une productrice qui est venue souvent au Cameroun, qui s'appelle Monique Ano, qui a tourné avec son mari ici. Il y a un film qui s'appelle La Victoire en chantant, qui a été tourné ici. Qui l'a vu? Voilà, Jean-Jacques Hano. Jean-Jacques Hano. Mais Jean-Jacques Hano est venu au Cameroun en tant que coopérant militaire, mais dans le cinéma. Et Monique Hano, ses parents vivaient ici à Yaoundé. Elle avait 4 ans quand elle est venue ici. Elle a presque vécu, elle a fait l'université et tout ici à Yaoundé. Et c'est ici qu'elle a rencontré son mari dans le cinéma et ils ont travaillé ensemble. Et Jean-Jacques Hano avait fait donc ce film, La Victoire en chantant et bien d'autres. Et je veux dire qu'à partir de ce moment, j'ai rencontré Monique Hano, qui était au Cahier du cinéma à Paris, qui m'avait contacté suite à l'histoire de Jacques Champreux avec Bako. Il m'a dit, mais Cheikh, c'est vrai que tu as travaillé sur ce film et Champreux a essayé de t'expolier. Est-ce qu'on peut en parler dans le cinéma français? J'ai dit oui, et j'ai rencontré Monique Hano. On est devenus assez proches avec son mari et tout. Et quand j'ai voulu faire le Ballon d'Or, je lui ai dit, écoute Monique, j'ai envie de faire une série. Pour moi, c'était une série au départ. Je lui ai donné le sujet. Elle m'a dit, ça serait bien d'en faire un grand film. C'est elle qui a décidé de faire un film cinéma avec le Ballon d'Or. Elle m'a dit, bon, si tu veux, je te paye, tu l'écris. Tu l'écris. Et j'avais David Carayon, que j'avais comme premier assistant sur Blanc d'ébène. Il connaissait un peu le décor que je voulais mettre dans le film. J'ai dit à David, est-ce que tu veux collaborer avec moi à l'écriture du Ballon d'Or? Et Monique
a dit, bon, je vous paye, mais vous me donnez un scénario au plus tard en 1 an. Elle nous a donné 1 an pour écrire le scénario du Ballon d'Or et que ça soit maintenant accepté de tous et signé. Alors, tu vois, c'est là, et j'ai quand même mis plus d'1 an avec David à écrire le scénario du Ballon d'Or. Parce que vous étiez sous pression et c'est Voilà. important aussi de se cadrer dans le temps pour pouvoir faire. Voilà. Parce que c'était presque une commande. On avait des délais de livraison, effectivement. C'est ça. Oui. En tout cas, merci beaucoup. Je vais donner la... Aruna, c'est bon, on a répondu à ta question? Oui. Bon, je veux prendre quelqu'un d'autre. Non, On a parlé de la similitude qui existe entre la Guinée et le Cameroun. Je voulais vous informer que l'actuel Lamido de Bagno est le petit-fils d'une famille guinéenne. C'est-à-dire c'est une très grande chefferie Peul au Cameroun. Il est écrivain et il est chef traditionnel. Eh oui. De par sa maman. D'accord. Ouais, Donc on a beaucoup de Guinéens au Cameroun, Ouais. des descendants. C'est une Mais très oui. grande descendante. Vous pouvez même faire un film sur lui. Ben oui. Il a écrit l'histoire. Voilà une commande. Il a Attendez, je raconté- vais passer la question à ceux que je ne voyais pas là-bas tout à l'heure. Ouais, il a Oui. raconté son histoire dans un livre. Bon, je sais pas si- D'accord. Nous sommes très proches, les Camerounais et les Guinéens, de par même notre façon de parler de l'histoire de l'Afrique. Oui. Et il ne faut pas oublier que la bauxite extraite en Guinée est traitée ici au Cameroun. C'est ça. Toujours. Parce que l'électricité, on l'a au Cameroun, mais la bauxite, on l'a en Guinée. Et comme les colons ne voulaient pas donner la force à un seul pays pour traiter ça, parce que industriellement, ça nous donnait fort, ça nous donnait la possibilité de revendiquer, on a dit, bon, toute la bauxite guinéenne sera traitée Au Cameroun. Et ça continue. Et ça continue. Eh bien, dis donc. Péchiné. Alors, vous voyez le que grand nous sommes quand Cameroun et même le très petit proches. Cameroun. Voilà. C'est bien. Il y a une main là derrière, c'est qui? Ok, merci. Lui donner le micro derrière là. Déjà, nous avons été invités. C'est une grande chance, c'est un honneur de voir en chair en os le grand chef de Kouré. Nous avons déjà eu à faire visionner ces films au campus comme étude. Je reviens sur le scénario parce que on a la chance d'apprendre ça avant de faire nos films, de faire une formation. De l'idée au scénario, c'est toute une procédure. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous donner des astuces que vous avez utilisées pour quitter de l'idée? Parce que c'est pas facile. De l'idée au scénario et du scénario à la réalisation du film. Parce que quand je parle de la réalisation du film, on commence le film et on veut modifier. Il y a des choses qu'on trouve sur le terrain qu'on n'a pas prévues à l'écriture. On est obligé de modifier. Comment vous avez fait pour surmonter tout ça? Merci. Mais moi, je suis contente qu'il ait dit terminé parce que j'ai failli lui demander comment vous faites. Comme ça, il vous dira changer de méthode ou bien garder là. Comment vous faites pour écrire votre scénario? Déjà, quand j'ai l'idée, je l'écris d'abord en histoire, comme si je racontais une histoire brute. C'est-à-dire, on appelle ça un monstre brut, que j'améliore avec le temps. Donc, je vois une idée, j'ai une idée. Maintenant, pour tomber au scénario, je coupe d'abord cette histoire en séquentiel. Je fais scène 1, voilà ce qui se passe. Maintenant, quand je vais faire le scénario, je prends la séquence, je détaille maintenant ce qui se passe dans la séquence. C'est ce que je fais pour sortir mon scénario. Alors, Cheikh, il dit que cette méthode pour lui est difficile. Est-ce qu'il la garde? Cette méthode, bien sûr, est une méthode. Il y a plusieurs écoles d'écriture aussi d'un scénario. Il y a plusieurs écoles, hein, ce n'est pas qu'une seule école. Je veux dire, on peut partir d'un synopsis. Même avant le séquencier, on parle d'un synopsis. Comme vous l'avez dit, écrire votre histoire d'abord. Même ne pas se soucier des séquences ou quoi que ce soit.
l'histoire. L'histoire s'intègre aussi à un décor, à un personnage ou plusieurs personnages que vous intégrez dans votre histoire. Mais le plus important, d'abord, c'est d'écrire l'histoire que vous avez en vous. Et qu'à partir de ce moment, bon, les séquences et autres viennent, ça c'est déjà technique. C'est déjà quelqu'un qui est soit dans une école de cinéma ou qui a déjà travaillé là-dessus, peut parler de séquencier. Et il y a des écoles pour ça. Mais à partir du moment où, comme je dis, chacun peut vouloir écrire ses histoires. Je ne dis pas que tout le monde peut faire du cinéma, mais tout le monde peut créer une histoire par rapport au cinéma. Mais maintenant, l'amener pour en faire un film, c'est autre chose. Hein? C'est ça. Voilà. Tout à fait. Merci. Voilà, c'est une méthode, mais encore, juste pour terminer, je crois qu'à chaque fois que vous avez des idées, une fois que vous avez votre histoire, vous dites, ah ben si ça se passait au bord de la mer, si ça se passait à la montagne. Mais tout ça vient après que vous ayez écrit votre histoire, où ça se passe en ville, dans tel quartier, dans ceci, dans cela. Et là, à partir de ce moment, vous l'avez. Il va y avoir quoi? Un père et son fils, une mère et sa fille, et ainsi de suite. Tout cela vient après. Je crois qu'à partir de là, on tient le bout du scénario qu'on veut faire. Mais voilà, essayez ça pour voir. Oui, je vais un peu parcourir ta courte bio, un raccourci, et puis on va terminer la dernière série de questions. Donc, ce digne fils guinéen est né à Cancan, en Guinée, en 1943. Donc, vous arrivez en terre française en 1964. Votre parcours académique va vous conduire à la Sorbonne, dans la filière lettres modernes et parallèlement au cours Simon, puis au conservatoire de la Rue Blanche. Vous entamez une carrière de comédien et tournez avec des réalisateurs comme Audiard, Mocky, Giraud. Au théâtre, vous jouez tour à tour dans les pièces mises en scène par Chéreau, Hossein, Mondi. Et en 1977, vous écrivez le scénario de Bako, L'autre rive. Et en 85, vous coécrivez Black Micmac. En 91, vous commencez une carrière de réalisateur avec Blanc d'Ébène. Ensuite, vous réalisez Le Ballon d'Or en 93, un long métrage qui a connu un succès remarquable avec 450 000 cinémas africains. 450 000 entrées en France. 500 000 déjà, bon. Déjà, oui. Ils avaient écrit ça quand ça n'avait pas encore fait les 500 000. Donc, qui a connu un succès remarquable avec 500 000 entrées en France. Et c'est l'un des plus grands succès des cinémas africains. Applaudissez pour nous. Merci. En 2001, vous réalisez Paris selon Moussa. Donc, parmi les distinctions de Cheikh Doucouré, on peut citer le prix d'interprétation masculine lors de la 18e édition du FESPACO et pour votre rôle dans Paris selon Moussa. Les thématiques que vous abordez, pour la plupart, sont centrées sur les voyages d'un continent à un autre, avec un retour d'expérience bien incarné par vos personnages. Vos œuvres sont conseillées aux jeunes réalisateurs en quête de modèles et de références. Parmi les films dans lesquels vous avez joué, Bako l'autre rive, Ada dans la jungle de Gérard Zinc, Les maris, les femmes, les amants de Pascal Thomas, La valse des pigeons de Michel Perrotta, Un Indien dans la ville d'Hervé Palude, Lumumba de Raoul Peck, Le grand appartement de Pascal Thomas, Africa Paradis de Sylvestre Amoussou, pardon. Et vous avez également joué, réalisé et écrit Blanc d'Ébène, Le Ballon d'Or, Paris selon Moussa. J'en ai sûrement oublié certains. Applaudissez. Merci. Bravo. Quand on vous donne la possibilité, parce que moi je dis, le hasard m'a donné la possibilité et puis l'envie de connaître ce métier. Pourquoi ce passage à la Sorbonne, surtout à lettres modernes? C'est l'écriture. Ça m'a amené à ça. Mais parallèlement, j'apprenais aussi mon métier de comédien.
Je veux dire que c'est la passion. Une fois qu'on est passionné par quelque chose, parce qu'on veut faire ça, et aussi il y a le hasard, les rencontres. J'avais cette possibilité à Paris de faire tout ça, et ça m'a permis de me former par rapport à ça. Mais ce n'est pas forcément qu'on est à Paris qu'on devient un bon cinéaste. Hein. Ce n'est pas vrai. On peut l'être partout. Et peut-être que pour moi, c'était quand même les années 70, il n'y en avait pas beaucoup qui étaient dans ce métier de comédien. Vous aviez un grand comédien qui était là, Ambroise Bia, que peut-être beaucoup d'entre vous ne connaissent pas parce que c'est déjà un monsieur. Et voilà. Il y a Gérard Essomba qui était là aussi. Et voilà, dans ces années 70, on a quand même réussi à travailler. Mais pour nous, c'était déjà dire, il faut qu'on essaye de mettre l'Afrique en valeur. Puisque c'était les indépendances. Et par rapport à ça, nous critiquions beaucoup la colonisation, telle que Basek Bakobio qui a écrit... comment ça s'appelle? Le Grand Blanc? Oh, mais même avant le Grand Blanc. Sangomalo. Sangomalo et bien d'autres. Je veux dire que notre époque, c'était ça. Dire la colonisation, et maintenant, on est passé à cela. Et c'est ce que je disais, que la jeunesse actuelle n'a plus de complexe, n'a plus aussi de revendications en disant, ben voilà. Parce qu'ils n'ont pas connu la colonisation. Maintenant, ils sont là, ils disent notre réalité. Et il ne faut pas hésiter d'aller au fond des choses. Et c'est ce que je disais. Faites des recherches. Parce que ne dites pas n'importe quoi, n'importe comment. Allons-y. Pourquoi? Moi, je dis aujourd'hui, mon premier film, c'était L'immigration clandestine. On va voir dans Bako. Mais aujourd'hui, tous les jours, on voit des images de Lampedusa, des gens qui se noient. Je dis, mais pourquoi? J'ai fait ce film il y a plus de 30 ans, mais la situation s'empire. 40 ans. C'est pire qu'avant, puisque là, maintenant, on a des bébés. Alors, à mon époque, non. Et on a des femmes enceintes. Bon, je me dis, pourquoi? Cette base vient d'où? Et c'est maintenant, quand on fait des films, on se dit, bon voilà, et qu'est-ce qui se passe avec le continent africain? C'est ça qu'il faut qu'on recherche ensemble, avec les jeunes cinéastes ou les cinéastes de maintenant, ne pas avoir peur de traiter des sujets difficiles. Tout à fait. Voilà. Et moi, Paris selon Moussa, le sujet que j'ai traité, c'est l'expulsion des Africains. Et il y en a qui mouraient avec les CRS aux aéroports de Paris. Mais je n'ai pas hésité, je l'ai fait. Et beaucoup m'ont critiqué de raciste parce que je montrais aussi comment les Africains étaient maltraités et expulsés de France alors qu'ils sont venus quand même travailler et donner vraiment leur force pour justement l'industrialisation de la France. N'ayez pas peur de traiter des sujets qui vous concernent, en tout cas que vous sentez faire. Bien sûr que c'est risqué, mais oui, mais pourquoi on existe aussi quand on ne prend pas de risques? Bon, ça sert à rien. Voilà, en tout cas dans notre métier. Hein. Il y a un jeune qui n'a pas encore posé de question depuis ce matin. Allez-y. Ma question, je la cadrerai peut-être dans le côté des mœurs, en relation avec le film Le Blanc d'Ébène. Que vous avez vu? Que j'ai vu. J'ai vu Le Blanc d'Ébène, j'ai également vu le film Ballon d'Or. Donc je suis là depuis le début. C'est bien. Donc voilà. Je n'ai pas eu l'impression que, ni dans Ballon d'Or, ni dans Le Blanc d'Ébène, le côté peut-être érotique ou peut-être, voilà, scène amoureuse, comme on le voit beaucoup dans les films aujourd'hui, est ressorti. Et donc ma question c'est celle-ci. Est-ce qu'à cette époque, 30 ans en arrière, c'était proscrit par les réalisateurs ou alors est-ce que c'était... Ou alors, comment je dirais, les mœurs sont tellement évoluées aujourd'hui qu'on est obligé de le faire chaque fois qu'on est en train de produire une œuvre. Et si c'était à refaire, est-ce que vous, Cheikh, vous mettrez quelques scènes d'amour, surtout entre
le noir instituteur de Blanc d'Ébène et la jeune voilà, qui sort de l'eau avec les seins dehors. Encore merci pour l'initiative. Voilà, merci. Bon. Merci. J'aime la manière dont il a retourné sa question. C'est pour dire que votre film était beau même comme il n'y avait pas de scènes érotiques. Mais si, il y a des scènes érotiques. Mais très subtiles en fait. Oui, je vais dire, peut-être que je suis quelqu'un qui a beaucoup de pudeur et que ça se ressent aussi dans ce que je fais. Mais non, montrer une femme qui se baigne presque nue et qui sort de l'eau, c'est érotique. Mais ça, c'était fort. Hein. Moi, voilà. C'est érotique, c'est pas le fait d'être dans le lit, forcément qu'il y a de l'érotisme. Mais non, c'est ça aussi, montrer que le corps d'une femme, c'est... Moi, j'aime beaucoup les femmes. Bon, oui, mais c'est vrai. Alors, les montrer aussi comme ça, oui, mais bon, aussi, je crois qu'il y a un défaut qui est dans le cinéma américain, c'est de faire l'amour dans des films. Moi, je veux dire, si moi je fais l'amour avec une femme, entre guillemets, je n'ai pas la force de la prendre et puis d'être debout, de faire des trucs. Et les Américains, ils passent par là d'abord. Et c'est pas une façon... Pour moi, l'amour, c'est sacré. Faire l'amour, c'est sacré, c'est pas bestial. Et eux, et tout de suite, c'est ça. Bon, autant faire des films porno. Quand on fait du porno, c'est autre chose. Voilà. Le porno et le cinéma, c'est pas la même chose. Et même encore le porno, il y a des images qui sont à désirer. Parce que quand on fait l'amour et qu'il y a tout le temps des cris, est-ce que c'est le plaisir ou c'est la douleur? Voilà. Et ça, je ne vais pas mettre ça dans mes films. Mais suggérer... moi, je me rappelle cette histoire dans Blanc d'Ébène, justement que vous avez vu, cette histoire entre l'instituteur et la jeune Sally, une fois qu'elle est sortie de l'eau, et il dit, mais tu vas épouser telle personne. Elle dit non. Mais elle dit, mais bon, je suis obligée. Mais pour moi, il y a une atmosphère qui se passe entre ces deux-là. Oui. Moi, ça me comble de plaisir et d'érotisme. Ça dépend maintenant où on place l'érotisme, tout ça. En tout cas, merci beaucoup. Encore une autre question. Oui, la dame devant. Juste une question. Attendez. Dans le Ballon d'Or, il y a une scène que j'ai interprétée moi-même. C'est le travelot dans la prison. Oui. Avec son mec. Je veux dire que là aussi, il y a de l'amour. Il y a de l'amour entre deux hommes, parce que il y a aussi ces traités. Mais si j'avais montré le travelot en train d'embrasser l'autre, qu'est-ce que je voulais prouver? Rien. Mais cette relation des deux personnes qui étaient ensemble... Très ambiguë. Voilà. Mais c'est ça aussi, c'est ça. Pour moi, le cinéma, c'est pas bestial. Et puis, j'ai pas la force de faire comme eux. Faut être subtil, ok. Oui, à vous. Oui, bonsoir. Bonsoir. Tous mes respects, Monsieur Cheikh. Merci. Bon, moi, c'est Aline Sibine Joker. Je suis une jeune réalisatrice. Merci. Mon premier long métrage a été sélectionné aux écrans noirs 2021, Au bout des larmes. Bon, moi... Bravo, applaudissez pour elle. Bien sûr. Oui, il faut aller le voir. Au bout des larmes. Oui. Donc, j'ai regardé votre film Le Ballon d'Or. Franchement, c'est un film magnifique. Merci. Et j'ai beaucoup plus mis un accent sur votre technique filmographique à l'époque. Bon, en tant que jeune réalisatrice, je vais déjà m'excuser pour la qualité de l'image, parce que si vous voyez l'image d'origine, ça on l'a su, parce que franchement, ça, on a vu transférer en donc il faut le revoir. Il faut revoir ce film-là dans de meilleures conditions. Oui. Je m'excuse devant le réalisateur. Voilà. Donc, j'ai vu que vous avez utilisé une technique que j'aime très bien, le balayage. Voilà. Bon, lors de la réalisation du film Au bout des larmes, j'ai eu quelques soucis avec mon directeur photo parce que pour un film réalisé en 2020, il ne percevait pas certaines scènes que je voulais où on devait effectuer des balayages justement. Voilà.
Donc je me demande comment est-ce que vous, pour un film réalisé en 93, vous avez pu effectuer ces prises de vue. Comment est-ce que vous avez réalisé ce film? Et aussi, au niveau de la direction des acteurs, le jeune acteur principal, comment est-ce que vous l'avez dirigé? Parce que son jeu est magnifique. Comment vous avez travaillé la diction et tout ça des acteurs? Bon, vraiment, je suis oui, elle est émue. Mais merci. Oui, très bonne question. Oui. Que ce soit les jeunes, que ce soit les comédiens, moi je disais que tout comédien qui travaille avec moi ou comédienne, j'en suis amoureux d'abord. Et c'est ça aussi avec les enfants. Quand on n'aime pas les personnes qui sont avec vous, vous ratez des choses. Et les enfants là, je suis arrivé à les diriger, j'ai quand même eu la chance et la possibilité d'avoir 4 mois de préparation sur place. Donc, les enfants, je suis allé sur une île à peu près déserte à l'époque. Maintenant, il y a beaucoup de constructions. Nous avons passé des semaines là-bas à travailler ensemble. Et aucun d'entre eux, à part le petit qui fait le rôle principal, et encore, ne comprenait le français et ne parlait français. Donc, j'ai quand même converti le scénario comme un conte dans la langue Soussou, qui était parlée dans la région de Conakry. Et j'ai pris un conteur, qui racontait aux enfants l'histoire du Ballon d'Or, l'histoire de Bandian, comme un conte, avec les dialogues et tout. Alors, pendant toutes ces semaines ensemble, passées ensemble, on était tout le temps ensemble. Le soir, on faisait un grand feu, c'était la veillée. Après, quand ils allaient se coucher, le matin tôt, ils se levaient, c'était le footing au bord de la plage. Et après le déjeuner, on racontait l'histoire. Et surtout, c'était le soir qu'on racontait cette histoire. Après plusieurs semaines, les enfants étaient complètement rentrés dans le film. Ils connaissaient n'importe quel dialogue des uns et des autres. Je crois que c'était ça aussi, c'est la bonne préparation. Quand vous avez la possibilité, c'est vrai qu'à l'époque, le Ballon d'Or a été fait quand même avec 4 millions de dollars américains. Wow! Alors vous voyez, bon, je n'ai pas de mérite, mais je vais dire qu'avec ça, ici, vous ne vous donnez pas la chance de bien préparer votre film, vous passez à côté. Et c'est dommage. Bon, mais vous m'aviez dit que pour Bandian, vous avez dû faire le casting pour 500 jeunes. 500 jeunes, j'en ai fait à Paris, dans l'école de foot, au Mali, au Sénégal et en Guinée. Et c'est là que j'ai détecté ce petit garçon qui avait à peine 12 ans à cette époque, qui était très, très motivé. Mais ce n'était pas lui qui était le rôle principal. C'était pas lui qui était prévu? Non, du tout, c'était son frère. Celui qui fait, c'est mon petit frère, et quand on jette le transistor, c'est lui qui va voir le féticheur, il dit « Ah, Bandian ne joue pas ». Et il dit « L'autre chauffe le ballon et il va jouer ». C'était lui le rôle principal. Parce que c'était le grand frère qui partait, le petit frère restait... bon, bref, mais dès le premier jour du tournage, le grand frère nous a donné des signes de fatigue. Et souvent, il avait mal au ventre, il était fatigué. Et les producteurs, encore la rigueur des producteurs, parce que quand il faut gérer quand même un tel budget, le réalisateur est quand même soumis de rendre des comptes aux producteurs. On a fait une réunion, ils m'ont dit, tu sais, Cheikh, si on reste avec le grand frère tel que c'est prévu, on aura du mal à terminer le film parce qu'il n'a pas la force de le faire. Ben, par contre, le petit frère, il a cette force de... Et c'est comme ça qu'on a interverti. Et là, du début jusqu'à la fin, il a tenu. Mais j'étais quand même accompagné parce que les parents ont dit, ils peuvent faire le film. On a tourné pendant 2 mois, mais il ne faut pas qu'ils ratent des cours. Wow. Donc, j'ai engagé des professeurs qui les
suivait. Alors, ce qui fait, c'était assez difficile pour les enfants parce qu'après le tournage, le soir, il fallait qu'ils révisent leurs cours et ainsi de suite. Mais c'est ça aussi, c'était la condition pour laquelle les parents acceptaient qu'ils fassent le film. Et là aussi, c'est une bonne préparation. Mais je veux dire que tous les films africains se font avec 4 millions de dollars. C'était la première fois que j'ai eu ça. Mais je ne sais pas, depuis, je n'en ai pas eu. Hein. Bon, il faut quand même bien préparer. C'était formidable. Je pense qu'on est vraiment pris par le temps. On a le film Bako, l'autre rive à voir. Et ça fait 1h30. Donc je voudrais, on va continuer même hors caméra, les débats. Je voudrais vous remercier, Cheikh. On est en train d'arriver presque à la fin de notre 14e session. Et peut-être cette belle aventure. De cette belle aventure. On va continuer parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et on vous remercie d'avoir accepté au pied levé de venir partager avec notre public votre expérience et nous faire voir vos beaux films. Je voudrais dire une chose. Et le public camerounais est un public formidable parce qu'il y a la passion. Je suis venu souvent aux écrans noirs et quand Marie-Noël, par l'intermédiaire de Maka, m'ont proposé de venir, je me suis dit, je vais hésiter. J'ai dit à Marie-Noël, tu sais, Marie-Noël, je ne peux même pas marcher. Comment je peux y aller? Elle m'a dit, non, on va y aller, on va se battre, on va essayer de se débrouiller pour que... Et je suis là, j'ai du mal parce que j'ai subi une opération du cervical qui a complètement bouleversé ma marche. Je suis resté 1 an à l'hôpital, à rééducation, et là, maintenant, ça va un peu mieux. Mais je me suis dit, elle a raison, Marie-Noël, parce que ça me donne encore l'occasion d'être au Cameroun, d'être devant le public camerounais, que j'adore. Et comme je disais, je me... Bravo. Merci. Dans ma tête, je suis camerounais. Parce que, ah oui, absolument, absolument. Je le suis parce que quand on est bien dans un pays, c'est chez soi. Parce qu'ici, les gens sont d'une gentillesse, sont d'une disponibilité, et qu'à partir de ce moment, on ne peut être que chez soi. Vous êtes chez vous. Et avec l'amour du cinéma que vous avez, et moi, je voudrais remercier Marie-Noël pour l'idée de ce ciné-club qui est vraiment formidable et qui fait maintenant date dans l'atmosphère du cinéma au Cameroun, et il faut continuer. Et puis je crois que aussi donner l'envie aussi à d'autres ici de vouloir faire ce métier. Et ça c'est important parce qu'il faut qu'il y ait de la relève. Et cette relève vient aussi, je ne dis pas que vous êtes tous jeunes, hein, il y en a qui ont mon âge et qui continuent. Non, c'est une boutade. Voilà, et essayons, mais je ne donne pas de leçons, j'échange. Voilà. On échange et comme ça, on arrivera à faire les choses ensemble comme dans un scénario. Et encore, merci, merci et merci. Merci. Je voulais juste préciser que ça fait 3 ans, jour pour jour, que le Ciné Club K a été lancé ici avec Dikang et Pipa. Waouh! Bravo! C'est bravo à nous. Dikang et Pipa était le numéro 2. Donc c'était en juillet et en septembre on avait Dikang et Pipa. Oui, tu as raison, tu dois garder tes records. Merci beaucoup, merci pour ça. Alors applaudissez pour nous. Merci Maïmounatou pour ce que tu es. Reste comme tu es et j'espère que d'autres vont remonter dans le train. C'est le train de l'espoir, c'est le train de la réussite du cinéma, c'est le train de la victoire. Merci à vous. Et applaudir quand même Marie-Noël parce que vous ne pouvez pas savoir le travail qu'elle fait pour attirer les cinéastes ici. C'est un travail, moi je l'appelle la petite abeille. Oh mais j'accepte, merci. Merci. Merci à vous tous, merci à l'équipe. Je ne suis pas seule, je vous ai. J'ai toute l'équipe qui est toujours là. Merci à vous tous.